Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Victor Brochet. Il collabore avec moi au Journal du Réal. Victor, comment ça va? Tu sors du taf là, non? Je sors des cours, je sors Ah, tu sors des cours. d'examens. Ouais, je sors d'examens, des partiels. Écoute, ça va très bien, il fait beau. Mes examens se sont plutôt bien passés, donc on va dire que je suis de bonne humeur. Et toi, comment tu vas, Pablo? Mais écoute, ça va et on est là pour parler du calendrier du Real Madrid avec ce match face à Séville. Mais d'abord, on va analyser le match de mardi. Je ne sais pas si tu l'as vu, non? Tu l'as vu en direct. Ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Immanquable, immanquable. Vous avez fait un space juste après. Bon, moi, j'ai pas pu être là. Ouais. Ton analyse de la rencontre avant la 80e minute. C'est une démonstration de Thomas Tuchel. Ce Chelsea-là a fait des choix très intéressants, a totalement pris la mesure du match retour, Ouais. a, a compris en fait les défauts, comment est-ce que Carlo Ancelotti avait fait une masterclass à l'aller tactique. Là, Thomas Tuchel lui a répondu durant le match retour. On a vu un système de jeu similaire sur certains aspects, mais sur certaines phases aussi polymorphe. Il s'est totalement adapté en fait à Vinicius en mettant Reece James en marquage individuel qui nous a fait un match mais incroyable. D'ailleurs, je milite pour que potentiellement le Real s'y intéresse mais, à ce joueur, mais il nous a fait un splendide match où il a éteint Vinicius pendant une bonne partie du match jusqu'à ce que, bien sûr, il y ait sa passe décisive durant les prolongations. Mais pendant 80 minutes, ça tient du miracle. Ça tient du miracle, ce match. C'est totalement mérité, 3-0. Ça aurait pu être plus, sincèrement, jusqu'à un extérieur du pied fantastique de Luka Modric. S'il n'y a pas cet extérieur du pied et la finition de Rodrigo qu'il faut signaler, c'était son premier ballon. C'est très, très fort de faire ça à ce moment sous cette pression incroyable. Chelsea méritait quasiment la qualification, même si le match aller du Real était complet et c'était un Real sans faute. Chelsea nous a donné une véritable leçon durant le match retour et c'était très intéressant de voir quand même l'aspect mental du Real Madrid, mais je sais que tu vas sans doute vouloir en parler, mais l'aspect mental de cette équipe, ils ont une ADN de champion et cette qualification contre le Paris Saint-Germain en huitième, cette qualification contre Chelsea en quart, pour moi, j'ai rarement vu une équipe avec un tel niveau de confiance. On va parler de cet ADN, mais avant ça, je voudrais avoir ton avis sur l'action de Marcos Alonso, ce but refusé. Ouais. Pour toi, il y a main ou pas? Oui, moi directement Yamin. Alors après, j'ai pas bien suivi les dernières évolutions au niveau des règles, mais moi de là où je m'étais arrêté, c'est que dès que sur une action offensive il y a contact avec la main, le but est forcément annulé. D'ailleurs, main collée ou pas. Il y a Ouais. eu un scénario similaire dans un match, j'ai plus le match en tête, je sais plus, mais où vraiment l'attaquant a la main collée au corps, mais l'arbitre siffle quand même faute, faute de main, alors que si c'est un défenseur qui fait main au même moment, au même endroit, il n'y a pas penalty parce qu'il a la main collée au corps. Mais offensivement, les règles sont, pour moi, directement, il y a main, et donc je suis assez soulagé d'ailleurs, parce qu'il marque un super but sur une Ouais, c'est vrai super que ouais, action et sur une errance défensive du Real, mais à souffler. Mais oui, il y a main. Pour moi, c'est logique. Et donc toi, sur l'ensemble des deux matchs, pour toi, Chelsea mérite plus? C'est quand tu prends les deux matchs. Si on prend, alors déjà, non, alors, ça a nuancé, bien sûr, mais Ouais. déjà, si on prend les 360 minutes en phase d'élimination directe du Real, il n'y a que 90 minutes où le Real mérite d'être en demi-finale. Si on parle seulement tactique, attention, parce que Ok, ouais. si on englobe tout, le Real est légitime d'être en demi-finale, Moi, il voilà. y a pas photo. On va englober la tactique, mais on va englober aussi le mental, on va englober l'envie, la réaction, on va tout englober. Sur Et l'ensemble, on là, peut oui, dire il mérite. qu'il mérite la qualification. Mais c'est une équipe avec autant de champions, avec autant de grands joueurs et avec un coach qui, cette année, sincèrement, met en place et surtout a un groupe totalement concerné et acquis à sa cause, mérite totalement sa place en demi-finale. De toute façon, on est les rois de cette compétition. Donc, à partir de ce moment-là, peu importe à quel endroit on se situe, on a notre place en demi-finale. Mais si on s'attarde vraiment sur le jeu et sur le terrain, sur les 360 minutes, il y a vraiment que 90 minutes où Carlo Ancelotti et ses joueurs nous ont montré ce que pouvait potentiellement être le Real Madrid cette saison. Surtout le match aller contre Chelsea. En fait, on a eu la confirmation du potentiel que ce que voulait faire Carlo Ancelotti en début de saison. On a Carlo Ancelotti, si le Real joue avec un bloc bas et avec un jeu, c'est vrai, un peu en demi-teinte, un peu stéréotypé par moment, c'est parce qu'en début de saison, il encaissait énormément de buts. Et donc, il a décidé de changer radicalement ça pour privilégier les résultats et grand bien lui fasse parce qu'on est premier de Liga et qu'on est en demi-finale de Ligue des Champions. Mais il y avait, durant les 5 premiers matchs de Liga,
quelque chose, un élan offensif de l'idée du pressing intelligent, parce qu'on sait que les joueurs du Real ne sont pas forcément faits pour presser, mais il y avait une idée derrière tout ça. Et là, sur le match aller contre Chelsea, on a vu en fait ce que pouvait donner ce Real avec vraiment les pleines idées de Carlo Ancelotti. Presque, il y avait un peu de similitude avec son Real 2013-2014, qui va chercher la décima. Il y avait des similitudes dans le pressing, dans le placement, etc. Et dans l'apport de Federico Valverde aussi, par exemple. Mais si on prend la double confrontation, si je reviens à ta question de base contre Chelsea, c'est 90 minutes contre 90 minutes, mais purement tactique, j'ai été beaucoup plus impressionné par Thomas Tuchel parce qu'il a mis en place ce retour. Par contre, ce qui me laisse sans voix, c'est l'aspect psychologique du Real, c'est-à-dire que Carlo Ancelotti, zéro signe de panique. Toni Kroos, Modric, Casemiro, Karim Benzema, même Vinicius, même les jeunes, zéro signe de panique. À aucun moment, on a senti que le match allait leur échapper. Même à 3-0, on se dit, il suffit d'un moment, il suffit de quelque chose. Et ce moment arrive d'une manière, que dire sur ce geste, le temps s'est arrêté. Voilà, le temps s'est arrêté. Voilà. Mais donc cet aspect mental est vraiment trop sous-estimé dans le football ou dans cette ère des réseaux sociaux, dans cette ère de la suranalyse. On pense que le coach a un impact sur tout, on pense que chaque chose est calculable. Non, voilà. Il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils font ce métier, ça fait 10 ans qu'ils sortent le costard. Dès qu'ils entendent la musique de la Ligue des Champions, et ben voilà, ils sont habitués, ils gèrent la pression 3-0 chez nous, c'est pas grave, on remonte à 3-2. C'est fantastique, mais sur la double confrontation, si on se base que sur le terrain, moi, Chelsea m'ont mis une claque au retour, comme le Real m'a mis une petite gifle à l'aller. Mais le Chelsea, Thomas Tuchel, moi, j'ai trouvé ça. Et puis on était beaucoup trop amorphes, on subissait. Il y avait des mauvaises sorties de balles. Voilà. Mais sinon, l'aspect mental, fantastique. C'est sûr que d'un point de vue tactique, Chelsea a bouffé le Real Madrid dans les 80 minutes au Bernabeu. Même en prolongation, tu sais, hein, Pablo. Et même en prolongation, c'est vrai. Mais après, en prolongation, c'est différent parce que quand tu regardes un peu les changements et tout, tu vois qu'il n'y a plus Casemiro, tu vois que Valverde a repris la défense. Et d'ailleurs, ça fait du bien au Real Madrid Valverde qui a repris ce. Ouais, exactement. J'ai trouvé beaucoup plus à l'aise, logiquement, parce que c'est son poste. Et il y avait un second souffle au Real Madrid. Mais tu avais Carvajal dans l'axe, tu avais Lucas Vasquez à la bas et Marcelo. Et Marcelo, enfin, c'est ultra random. C'est ultra random. C'est normal qu'ils aient été meilleurs aussi en prolongation finale parce que sur le papier, quand tu vois la défense, Dani Carvajal, défenseur central, c'est la première fois qu'on voit ça. Casemiro, il s'en est pas si mal sorti. Et il s'en est pas si mal sorti. Il a fait quelques sauvetages ultra importants et le Real a été sauvé grâce à ces sauvetages. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, dans la première mi-temps, il y avait des moments où tu te disais, putain, il y a toujours un trou au milieu de terrain. Genre, parce que justement, Tuchel avait mis en place une tactique avec les pistons qui montaient haut, les ailiers, ceux qui étaient censés jouer au lit, qui rentraient dans l'axe, etc. Et ils étaient toujours en surnombre. Et c'est ce qui provoque le but de Mason Mount, si je dis pas de bêtises, parce que Nacho il est obligé de dézonner, ça fait un trou et il est tout seul. Le mec, il est tout seul et il ajuste et il marque. T'as pensé quoi de Nacho sur le troisième but, par exemple? Moi, je l'ai critiqué, mais moi, je trouve qu'il a fait un très mauvais match et que ce troisième but, au lieu de dégager, parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'on est trop dans la suranalyse. Ouais. Oui, il faut jouer court, oui, ceci, oui, cela. Non, mais des fois, tu as des phases de jeu, tu fais un bon ballon devant où tu la mets en touche et voilà, tu te prends pas la tête. Tu n'es pas obligé de ressortir tout le temps propre. Et lui, il veut ressortir propre. Il joue sur Mendy, qui est pris par N'Golo Kanté et je ne sais plus quel autre joueur. Et Ferland Mendy, oui, il perd le ballon et ça provoque le troisième but. Tu as pensé quoi de la performance de Nacho? Tu sais quoi, je vais mettre Nacho et Ferland Mendy dans le même sac. C'est pas bon. Le match retour. Ferland Mendy aussi, c'est vrai que ça a été compliqué. Parce que défensivement, déjà, Ferland Mendy, alors qu'il nous a habitués à être très solide, autant offensivement, on peut toujours discuter, même si j'aime bien comment il utilise Carlo Ancelotti. Zidane le faisait déjà aussi un peu, mais de leur faire beaucoup repiquer dans l'axe pour laisser vraiment toute l'aile à Vinicius. Ferland Mendy se met un peu dans certains half space qui est assez intéressant. Mais là, défensivement, c'était vraiment pas fou. Nacho, c'est un bon soldat. Moi, je respecte ce joueur, mais là, il était clairement limité. Déjà, ce qui est très compliqué pour lui, c'est que c'est un défenseur rustre. Et c'est vrai que devoir suivre des joueurs comme Havertz, comme Werner, qui sont des joueurs intelligents, on peut critiquer Werner pour la finition. Havertz, on peut aussi trouver des bémols, mais c'est des joueurs qui, par leur déplacement, ont un QI football incroyable. Et là, c'est là où on voit que Nacho a des limites flagrantes. Il est sorti 2-3 fois trop loin de sa ligne.
et a laissé un espace béant. Je ne sais plus si c'est sur le but de Marcos Alonso, je crois que c'est sur le but que Marcos Alonso a été refusé, ou sur celui de Werner, je ne sais plus le troisième. Mais il y a des moments où il y a vraiment des errances. Nacho a des petits moments où juste il est limité défensivement. Mais c'est pas mon homme du match. Et d'ailleurs, la rentrée de Marcelo nous a fait un bien fou. J'aurais jamais cru dire ça Ouais, en, grave, en, grave. en 2022. C'est Mais clair. la rentrée de Marcelo, parce que déjà offensivement, les projections, même s'il a plus le même physique qu'avant, ça reste très intéressant. Et défensivement, ils étaient moins dangereux sur son côté et il a été bien aidé par les rentrées de Ceballos ou autres pour compenser. Mais ça nous a fait du bien dans le jeu techniquement en fait, parce que là où Ferland Mendy il avait les pieds en feu, Ferland Mendy. Enfin, il n'était pas à l'aise. Marcelo nous a ramené beaucoup de sérénité. C'était pas un ballon qu'il avait entre les pieds, c'était une bombe à chaque fois qu'il contrôlait le ballon. Mais non, mais j'ai un trou de mémoire. Le deuxième but, c'est qui marque le deuxième but de Chelsea? J'ai un trou de mémoire On là. a Mason Mount C'est le Mason premier, Mount. et le deuxième, tu sais quoi, tu me mets aussi le doute. C'est un corner. C'est un corner sur C'est Rudiger. Rudiger, c'est Rudiger sur le Excuse-moi. corner. Tout à fait. Le premier but, pour moi, c'est une erreur de Nacho parce qu'il dézone et il laisse clairement un espace pour Mason Mount. Le troisième, c'est son erreur aussi parce que pour moi, il doit dégager et pas rejoindre en arrière sur Ferland Mendy qui est pris. Mendy aussi. Hein. Mais Mendy aussi. Oui, non, doit Mendy être plus à complètement. l'aise. Mais après, il met en galère Mendy aussi. Il le met en Oui, galère. il le met pas. Non, mais il le met Tu vois pas ce dans que de je veux bonnes dire? dispositions. Voilà. Et je crois que ça doit être le but refusé de Marcos Alonso où Nacho fait encore une erreur. Il est au milieu de terrain. Je crois que c'est ça. Regardez, Ouais. regardez, il est au milieu de terrain parce qu'il suit le décrochage, je crois, de Kai Havertz. Et après, Nacho l'a toujours fait. Il a toujours pris un peu exemple sur Ramos. Ramos sortait très très haut sur les attaquants. Il allait vraiment les chercher haut. Sauf que là, c'est pas la même chose. Enfin, à ce moment-là du match, et sachant que là, c'est pas un neuf, Kai Havertz, c'est un faux neuf. C'est un mec qui décroche beaucoup. C'est son rôle de faire ça. Havertz, son rôle, c'est de mettre hors de position les défenseurs. Si tu tombes dans le panneau, même si tu es bon sur l'homme comme Nacho, qui est un bon défenseur sur l'homme, il laisse trop d'espace derrière. Et Dani Carvajal, même s'il a fait un bon match d'ailleurs, c'est pas le premier à blâmer, la couverture, il a toujours eu du mal. Et ça va pas changer même avec l'âge. Parce que physiquement, on sait très bien que c'est beaucoup plus limité. Et donc même sur la couverture, Carvajal n'est pas là, Alaba est trop loin, il y a un espace incroyable, il glisse le ballon. Mais ça, c'est la grosse spécialité. Tu parlais que Chelsea, sur ce match-là, la grosse force de Chelsea, c'est d'avoir réussi à rectifier leur infériorité numérique quasiment constante au match aller. Et là, c'était l'inverse. Moi, j'avais l'impression que le stade était rempli de jaunes sur le terrain. En tout cas, que le rectangle vert était plein de jaunes. Et ils ont matraqué le dos de Toni Kroos et Luka Modric. C'est-à-dire que Loftus-Cheek allait se placer derrière. Marcos Alonso prenait le couloir et là, c'était Kai Havertz qui décrochait ou alors on avait aussi Timo Werner. C'était très intéressant. Tactiquement, ils nous ont mis en fait en permanence hors de position. Ce qu'ils n'avaient jamais réussi à faire à l'aller. Et ce que le Real avait justement, c'était plus le Real qui mettait hors de position et qui allait chercher haut, qui arrivait à gratter des ballons. Et donc, c'était un scénario totalement inverse. Et moi, j'avais le maître mot au match aller, c'était le dépassement de fonction. Combien de fois on a vu Militao, balle au pied, monter avec la balle? Combien de fois on a vu Karim Benzema décrocher, aller demander la balle et combiner? Combien de fois on a vu Valverde, le volume de jeu? Mais ça, Valverde, c'est match aller-retour, mais le volume de jeu est stratosphérique sur ces deux matchs. Il a dû courir un nombre de sprints à forte intensité. Et au match retour, ce dépassement de fonction, c'est les joueurs de Chelsea qui l'ont eu. Et ça a fait une grosse différence dans le jeu, ce qui a mis grandement en difficulté le Real. Et d'ailleurs, Thibaut Courtois n'a pas non plus été impariable pour une fois. Il n'a pas sorti les grandes parades, entre guillemets, même s'il ne peut pas faire grand-chose, à part peut-être sur le but de Timo Werner. Mais après, il sauve la tête de Kai Havertz. Hein. Et en plus, il touche, et il sauve quelques secondes après, quelques minutes après, sur un corner, il sauve la tête de Kai Havertz. Mais la défense a vraiment pris l'eau. On a vu certaines limites. Mais en même temps, quand Ferland Mendy et qu'en plus on n'a pas Militao, ne sont pas au niveau, Ferland Mendy n'est pas au niveau et qu'on n'a pas Militao, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué contre une équipe de Chelsea qui offensivement a des lacunes, mais offensivement est très intelligente et clairement une attaque qui peut mettre en difficulté le Real. C'est clair. Et au final, donc voilà, l'ADN Real Madrid fait que le Real Madrid réussit à remonter ce score. Bon, le Real perd 3-2, mais le Real se qualifie. Anecdotique. Ouais, c'est clair. Et tu as parlé de la passe de Modric. Je ne sais pas d'où sort cette passe, mais elle sort. Ça permet d'aller en prolongation. Et Vinicius qui fait un mauvais match pour moi. Vinicius qui fait un mauvais match. Alors là,
À ce moment-là, à 100 minutes dans les jambes ou 105 minutes dans les jambes, il arrive Ça, c'est fou. à garder son calme alors que c'était un de ses défauts. Voilà, c'était un de ses défauts, le fait de garder. Il ne savait pas garder son calme, il se précipitait, etc. Là, il garde son calme, il fixe, il attend, il regarde, il la met parfaitement et tu as le meilleur joueur du monde qui l'a ce match de la tête. Et le ballon est parfait. Ouais, Le vas-y, ballon dis-moi. est parfait, mais Pintus, hein, le travail physique de cette Ouais, équipe est clairement, phénoménal. Hein. clairement. Bah, ça, c'est la preuve que Pintus fait du bien et que l'année dernière, il n'y avait pas un mec comme ça dans l'effectif. Parce que l'année dernière, combien de blessés il y a eu au Real Madrid et on fait que le Real n'a pas pu suivre en Liga et est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions et les mecs, ils étaient cramés. Et là, cette saison, non. Les mecs, ils sont là. Les Mais mecs sont prenons là. Alors, la oui, comparaison. par contre, c'est vrai que moi, je les ai sentis très fatigués. Hein. Enfin, Oui, le milieu de voilà. terrain, Casemiro contre Modric, ça s'est vu que le match aller a laissé des traces. Maintenant, mentalement, et sûrement grâce au travail de Pintus, ils ont fait le boulot pour serrer les dents jusqu'au bout, tu vois, et ils ont réussi à marquer ces buts qui leur permettaient la qualification. Et une fois qu'ils avaient ces buts-là, ils ont serré les dents. Forcément, merci Pintus, parce que si tu n'as pas ce travail préalable avant toute la saison, bah, ça ne fonctionne pas. Moi, en fait, il y a des trucs que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le Real Madrid arrive en Europe à te sortir des matchs comme ça. Ça veut dire que tu as l'impression qu'ils sont au fond du trou et ils trouvent les ressources nécessaires pour revenir au mental. Je dirais un peu Rafael Nadal, tu vois. Enfin, c'est Ouais. les mecs qui sont. Non, mais tu vois, c'est la même mentalité en fait. Et ils se qualifient. Ils se qualifient. Alors, oui, au match retour, ils ne méritent pas la qualification. Au match aller, ils la méritent parce que moi, je trouve qu'ils font une belle performance. Mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de cet ADN, toi, Real Madrid? En fait, pour moi, il faudrait être dans le vestiaire. Il Ouais, faudrait être un joueur professionnel pour comprendre psychologiquement et mentalement dans quel état d'esprit sont ces joueurs du Real Madrid. On est sur une équipe, on est sur des joueurs, on est sur des cadres. Ça fait 7, 8 ans qu'ils sont dans les meilleurs joueurs du monde, qu'ils ont 4 Ligues des Champions pour certains, 3 pour d'autres, voire plus. C'est, c'est des joueurs, en fait, ce groupe-là, c'est irréel. C'est pour moi, c'est même, je ne sais pas si c'est du jamais vu. Il y avait le Grand Milan aussi, où ils sont restés très ouais, longtemps ensemble au début c'est des vrai. années 2000, fin des années 90, début 2000. Mais ce Real-là, sur les 7, 8 dernières années, mais mentalement, ils sont insubmersibles. Ouais, c'est un truc de Tu malade. vois, Hein. on en avait rigolé un peu dans un space, toi et moi, on avait discuté quand ils avaient un peu foiré le match contre Paris au match aller. On avait soulevé l'idée peut-être que c'était la pression du Parc des Princes ou autre. C'est des joueurs, peut-être que sur un instant, ils peuvent rater. Complètement. Ils sont humains. Mais Hein. ils sont humains, mais sur une double confrontation match Champions League, mais Ouais. c'est du jamais vu. Mais ça, c'est vraiment. En fait, il faut avoir joué à un haut niveau. Même moi qui ai joué à un bon niveau, je ne peux pas concevoir mentalement ce qu'ils sont capables de faire. La double remontada, là, c'est moi être mené 3-0 chez toi, être au bord du gouffre et C'est ça. Modric faire cet extérieur du pied et le C'est jeune ça. Rodrigo qui vient de rentrer faire la finition, c'est-à-dire que c'est pas juste les cadres, c'est que ils arrivent à insuffler un état d'esprit, on est imbattable. Et si on perd, c'est un épiphénomène. Ça ne se C'est reproduira clair. pas l'année d'après. Et C'est ça, clair. et ça c'est une mentalité. Pour moi, il faut juste. Tu peux mettre n'importe quel coach à la tête de cette équipe, tu auras de la réussite. Ouais, non, mais complètement. C'est pas pour enlever du Complètement. Ouais. crédit à Carlo Non, non, Ancelotti non, et non. surtout pas Ouais. pour enlever du crédit à Zinedine Zidane, qui pour moi a fait 3 Ligues des Champions, mais on en parlera dans 20 ans, c'est un des plus grands exploits du football, en tout cas dans l'ère moderne. Mais c'est un groupe qui c'est de l'autogestion. Quand il y avait Ouais. Ramos, c'était même encore plus ça, sauf qu'il y a David Alaba maintenant et on voit bien que c'est un gueulard, que c'est un mec qui a un leadership naturel aussi qui est très impressionnant. Mais les mecs, c'est des légendes. Les mecs, c'est des légendes, ils savent pourquoi ils sont payés et ils ont cette faculté à surprendre. Et mentalement, c'est du jamais vu. En tout cas, moi, de mon vivant, j'ai jamais assisté à une équipe aussi forte mentalement. C'est-à-dire qu'on avait le Barça de Guardiola, Ouais. c'est technique. Tactiquement, c'est du jamais vu. Mentalement aussi, le Barça de Guardiola, ils savaient que c'était la meilleure équipe au monde. Mais là, on est sur un aspect où même quand tu n'es pas la meilleure équipe au Ouais, monde, c'est ça. C'est ça. n'importe quelle équipe, tu te crois et tu es supérieur. Ouais. Tu te crois et tu le fais, en fait, tu deviens Mm. supérieur. Et tu as des mecs, Valverde, Camavinga, mais dans 10 ans, s'ils continuent à grandir au Real, mais dans 10 ans, mais Ça va être des c'est même monstres. plus la. Mais c'est des monstres.
Mais bien sûr. Grandir dans un environnement aussi sain, parce que Ouais. le Real, c'est sain. Ok, Ouais, il non, y a mais il y a une surexposition médiatique, on parle tout le temps de toi dans la presse, oui, mais le groupe vit bien. Le coach Carlo Ancelotti, c'est un papa. Il est incroyable dans le management. Et en plus, tu grandis avec Casemiro, Kroos, Modric, tu grandis avec Benzema, parce que mais bien Vinicius, sûr. c'est Benzema. Bien sûr. Vinicius, c'est le fils de Benzema. Bien sûr. Si Vinicius n'a pas Benzema dans son club, c'est pas le joueur qu'on connaît aujourd'hui. Mais Benzema, il a complètement. construit Vinicius. Alors oui, c'est un bosseur, hein. C'est un bosseur Vinicius, on l'a compris ça. Voilà. C'est un mec qui a une grinta, qui a une mentalité fantastique. Mais s'il n'a pas Benzema à côté, qui Benzema n'avait pas Cristiano Ronaldo à côté, on n'en arrive pas à là. Et ça c'est la preuve d'un grand club. C'est la preuve d'un grand club et de grands joueurs. Voilà. Complètement d'accord avec toi et j'ai rien à rajouter. On va passer au calendrier du Real Madrid. Là, on rentre dans le run final. Et franchement, le Ouais. calendrier, il n'est pas facile, hein. Séville à l'extérieur, Osasuna à l'extérieur, Manchester City à l'extérieur, l'Espagnol à domicile, City à domicile, l'Atlético Madrid à l'extérieur. Et ensuite, bon, Levante à domicile, Cadiz à l'extérieur et Betis à domicile. Là, il y a un match crucial pour la Liga dimanche contre Séville à 21h. Alors, c'est vrai que Séville n'est pas sur sa meilleure forme. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait un peu plus de 8 matchs ou 8 matchs qui ne marquent pas. Je crois. Je sais pas. Je sais Si, pas si. si, 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 Il y a si, si, une, si, il y avait une ils stat mettent des comme buts. ça avant le Barça. Il y avait une stat comme ça juste Ouais, avant le match du Barça. ils enchaînent beaucoup de matchs nuls. Ils enchaînent Voilà. aussi. Il y a eu pas mal de 0-0. Je crois que Voilà. sur les 10 derniers matchs, il doit y en avoir deux ou trois. J'ai Voilà. jeté un coup d'œil tout à l'heure sur la dynamique. C'est une victoire sur les 5 derniers matchs. Ils ont gagné le derby sévillan, qui était un énorme match. Moi, je l'ai regardé. C'était un super match avec une intensité et une C'est ambiance toujours un beau fantastique. match. C'est toujours un beau Ouais, match, le alors, derby sévillan. c'est C'est toujours incroyable. kiffant. Franchement, ce match-là, et surtout cette saison en plus, parce qu'il y a des gros Mm. enjeux, parce que le Betis est très haut en Liga. Mais oui, Lopetegui et ses hommes ont vraiment pris un coup de frein là, ces dernières semaines où en fait, ils perdent pas, mais par contre, c'est compliqué offensivement Ouais, voilà, c'est et ça. c'est compliqué d'aller chercher les victoires. Il y a beaucoup de matchs nuls. Ils se sont fait sortir par West Ham en Europa League, alors que c'était l'un des favoris de cette compétition. Et oui, c'est compliqué. Après, ils ont perdu contre le Barça 1-0. Ils avaient fait un très bon match. Ils ont fait un bon Sincèrement, s'ils match. battent le Mm. Barça, ils ont fait un bon match. Le Barça aussi, d'ailleurs, c'était une très belle rencontre. Mais là, oui, ça va être un gros match. En plus, c'est à Séville, hein, c'est le Ouais, c'est à match là. Séville, c'est au Sanchez Pizjuán. On sait que historiquement, le Sanchez Ça Pizjuán ne pour le Real réussit pas. Madrid, c'est un terrain compliqué. Je crois que, alors, sur les 3 dernières années, le Real Madrid a gagné 2 fois, bizarrement. Je crois, hein. Faudrait pareil, j'ai les stats en tête, un peu comme ça, mais je crois que c'est ça la stat. Mais après, si tu regardes sur les 15 dernières années, le Real Madrid a dû gagner là-bas peut-être 4 ou 5 fois, pas plus. C'est un stade où le public déteste le Real Madrid. Beaucoup de pression. Voilà, ça va être une gestion des temps forts, des temps faibles, surtout une gestion des temps faibles, parce que si tu es en temps faible et que tu as le public en plus qui te pousse, qui t'insulte, etc., bah toi, faut pas que tu Craqué. bégayes. Donc, c'est un match crucial. Pourquoi? Parce que moi, je pense que si le Real Madrid gagne, là, après, tu peux te permettre d'aller perdre au Wanda Metropolitano, même si je pense que le Real Madrid ne sortira pas au Wanda Metropolitano pour perdre, mais tu peux te permettre, dans le cas de gagner au Sanchez Pizjuán, de perdre 3 points au Wanda. Parce qu'après, voilà, le calendrier, tu as Osasuna à l'extérieur. Osasuna, c'est pas facile non plus, c'est vrai. Mais bon, si le Real Madrid se met en mode opération Liga, il faut gagner tous les matchs. Chaque match est une finale. Normalement, Osasuna, tu gagnes aussi. Donc, moi, je pense que ce match-là, il faut le gagner. Parce que tu as potentiellement 9 points d'avance sur le Barça si le Barça gagne son match en retard. Parce qu'ils ont 12 points d'écart. Ils ont un match en moins contre le Rayo Vallecano. En principe, ils le gagnent. Donc, ça fait 9. Si le Real gagne Séville, moi, je pense que la 15 points. Liga, non, ça ferait 12 points d'avance. Ça ferait 15 points sur Séville. Donc, bon, Séville serait Voilà. out. Mais ça ferait On 12 élimine points. Séville. Voilà, mais ça ferait 12 points sur le Barça, mais le Barça a un match en moins. Oui, c'est ça. Donc, Donc théoriquement, potentiellement 9 9. points. 9. Moi, je pars du principe qu'ils ont 9 points d'écart. Mais voilà, en gagnant Séville, tu gardes tes 9 points d'avance. En perdant contre Séville, tu peux permettre au Barça de revenir à 6. Et après, tu dois jouer le Wanda. Tu te Et mets la après, pression. voilà, Tu te c'est mets la ça. pression. C'est ça, tu te mets la pression bêtement. Moi, je pense que le Real Madrid doit gagner. Alors, il y a la gestion des joueurs qui sont fatigués, etc., etc. Il y a le match contre Chelsea. Franchement, c'est pas le meilleur moment pour jouer Séville par rapport au calendrier Ligue des Champions, mais c'est le meilleur moment pour jouer Séville par rapport à leur forme à eux.
Toi, t'en penses quoi de tout ça? La dynamique de Séville nous laisse présager que le Real peut très bien s'en sortir dans leur stade, enfin dans le stade de Séville. Haute de Séville, ouais. J'évite de le prononcer parce que mon accent espagnol laisse peut-être à désirer, donc je vais éviter de prendre trop de risques. C'est facile, regarde, c'est Mais Sanchez, Sanchez Pizjuan, voilà, Sanchez Pizjuan, Juan. Juan. Voilà. Mais si on parle de la dynamique du Real, c'est clair ils ont laissé pas mal de plumes. Et donc, ça risque d'être un match compliqué. Comme tu l'as dit, historiquement, le passif ne joue pas forcément en faveur du Real. Mais en plus, il y a qui est absent? Tu le sais ou pas? Alors, Ferland Mendy est out Benzema, incertain. Benzema, je pense que moi, de ce que m'a dit le club, Benzema, c'était juste une gêne musculaire ce qu'il avait à la fin du match et qu'il devait reprendre l'entraînement jeudi. Ils m'ont dit ça mardi. Jeudi, il a effectivement repris l'entraînement et il s'entraîne depuis hier. Donc, moi, je pense que Benzema sera là. Ça devrait le faire. Ferland Mendy est out. Si je ne dis pas de bêtises, Ceballos a le Covid. Oui, lui, et Jovic était absent de l'entraînement aujourd'hui, mais bon, Jovic, ça fait très longtemps qu'il ne joue pas. Donc, je pense qu'on partirait sur une défense Nacho, Alaba, Militao, Carvajal ou Lucas Vasquez en fonction de la forme des deux. Courtois dans les buts. Je pense qu'on partirait sur. Il va faire des rotations au milieu de terrain, j'espère en tout cas. Les trois ne vont pas jouer. Donc, je pense que Valverde va jouer. Ouais. Donc, il va mettre Rodrigo. Et je pense qu'il mettra Rodrigo, Vinicius, Benzema. Moi, alors là, on est vendredi, je pense que ça va être ça. Après, il faut voir l'entraînement de demain encore. On ne sait jamais, tu vois. Je vais prendre ton rôle, mais si je dois répondre rapidement à la dynamique, je pense que ça peut le faire, que la fin de saison va être intéressante. Je pense qu'on peut être sous pression si le Barça aussi fait un bon gros run, là, même s'ils viennent de perdre contre l'Eintracht Francfort. Et donc, ça veut dire aussi qu'ils n'auront plus l'Europa League. C'est-à-dire qu'ils vont se concentrer uniquement sur la Liga et ça, il faudra être vigilant sur ça. Donc, c'est un bien parce que on peut se moquer un peu d'eux, voilà, parce qu'ils ont pris une petite humiliation au Camp Nou, même si Bousquet a réduit le score à la fin, on peut quand même un peu se moquer parce qu'ils jouaient à l'extérieur. Hein. Le Camp Nou était, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Camp Nou était blanc et noir. C'était fantastique, ça, d'ailleurs. J'ai pas regardé. Et il y avait 30 000 supporters de Francfort. 30 000. En fait, il y a des socios du Barça. Il y a des socios du Barça qui ont vendu leur place. Et en fait, le stade était clairement aux couleurs de Francfort. Et même les supporters de Francfort ont empêché de sortir les supporters du Barça du Camp Nou pour qu'ils regardent leur équipe se faire un peu humilier jusqu'au bout. Après, ça, c'est des légendes un peu urbaines. Mais je trouvais l'histoire assez marrante. Donc, pour en revenir aux faits, l'anecdote est sympa. Pour en revenir un peu aux faits, donc, c'est clair qu'il y a des gros matchs, il y a des matchs où on peut lâcher des points. Le Barça aussi peut potentiellement lâcher des points, sachant qu'ils ont perdu Pedri jusqu'à potentiellement la fin de saison. Ça, c'est très important. Et après, nous, il faudra bien sûr gérer cette rotation Ligue des Champions, match. Il faudra gagner les matchs qu'on doit absolument gagner et au mieux repartir avec le point du match nul à chaque fois qu'on rencontrera soit Séville demain. Un match nul n'est pas forcément un mauvais résultat. Non. Et contre l'Atlético, voilà, ne pas perdre, c'est le plus important. Gagner, c'est encore mieux. Mais là, le but, c'est de gagner le titre. Là, la manière, on peut en discuter pendant 30 journées. Là, c'est le run final. On est encore en lice en demi-finale de Ligue des Champions. Le but, c'est de gagner. Mais je pense que ça va le faire parce qu'on l'avait dit, toi et moi, déjà, dans différents spaces. C'est une faute professionnelle. C'est le Real ne gagne pas cette Liga. Voilà. Avec l'avance qu'ils ont eue, avec l'effectif, qui est certes pas le meilleur au monde, mais qui a un excellent effectif et la dynamique, le coach. Non, il faut la gagner, sinon c'est une faute professionnelle, très clairement. Et là où je voulais en venir, j'avais une question à te poser, je te prends un peu ton rôle. J'ai vu pas mal de gens critiquer Toni Kroos ces dernières semaines. On avait eu rapidement, toi et moi, un tout petit débat sur ça dans notre groupe de conversation. Je vois beaucoup de gens qui militent vraiment pour que Toni Kroos soit le premier des trois à être sorti un peu de ce trio légendaire. Non. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que je l'ai trouvé plutôt bon, moi, au retour contre Chelsea. Et je trouve que c'est toujours le métronome de cette équipe. Moins d'influence depuis sa récente blessure, je l'admets, mais c'est toujours le métronome. Moi, au match aller, à ce match-là, je l'ai trouvé très, très fort. Très, très fort. Toni Kroos marque le tempo et c'est lui c'est le quarterback du Real Madrid. Ah oui. On pense que c'est Modric ou quoi. Non, c'est Toni Kroos qui marque le tempo, qui fait le jeu, etc. Alors, c'est vrai que, ça c'est vrai, il est un petit peu plus fatigué. Ça s'est vu, Chelsea retour, moi je l'ai trouvé, en tout cas dans les phases de jeu où il perdait le ballon au niveau du repli défensif, il était out.
C'est pour ça que j'étais favorable à une sortie très tôt en deuxième mi-temps parce qu'il était fatigué et que quand Tony Kroos est fatigué, bah, c'est compliqué. Mais un Tony Kroos à 75-80%, franchement, le Real Madrid ne veut pas se passer de Tony Kroos. Des trois, pour moi, et par rapport aux joueurs qu'on a sur le banc, le Real Madrid pourrait se passer de Casemiro et le remplacer par Federico Valverde, par exemple. Des trois. Si tu dois faire un choix entre les trois, ça serait plus, pour moi, Casemiro. Parce que Casemiro, alors oui, c'est un mur, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Mais je pense que Federico Valverde peut prendre son rôle de mur. Il a les capacités pour, en tout cas, peut-être pas autant que lui, mais il peut le faire. Et en plus de ça, Valverde a cette faculté à, en une accélération, casser les lignes. Chose ultra importante dans le football moderne et à ce poste-là. Tu vois. Et il a aussi un bagage pour, s'il monte, il peut tout de suite redescendre. Ouais, mais il Et est là, Casemiro, moi, ce qui me gêne, de plus en plus, c'est encore vu contre Chelsea au retour, pas à l'aller, au retour. C'est sa précipitation, il ajuste mal, je sais pas, il perd beaucoup de ballons, je trouve. Il en récupère énormément, mais il perd beaucoup de ballons. Voilà, bon, je ne vais pas faire le procès de Casemiro, mais c'est mon avis. Moi, pour moi, c'est un très grand milieu de terrain, un milieu de terrain défensif, l'un des meilleurs avec Kanté. Mais je trouve que parfois, balle au pied, il n'est pas tant à l'aise que ça. Parce match qu'il aller, perd il des avait été ballons. bon. Par contre, au match aller, je l'ai vu en direct, il a été incroyable. Il a été incroyable. Mais par exemple, au Parc des Princes, que j'ai vu aussi en direct, il a été catastrophique. Tu vois. Et en fait, c'est ça. Maintenant, si tu me dis, en fait, si tu me demandes de faire un choix entre les trois, je ne sortirai jamais Kroos en premier ni Modric en premier. Je sortirai malheureusement Casemiro. Mais c'est dur de faire un choix entre les trois parce que les trois se complètent. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super compliqué. Et moi, je trouve qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe avec ces trois-là. De l'héritage. On les survend pas, on n'en parle pas assez. Mais si le Real Madrid a gagné tant, c'est grâce à eux. Et que si ces trois-là jouaient avec un maillot Blaugrana, on en ferait des caisses et 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 des caisses. On en parlerait tous les week-ends. Sauf que là, il joue avec un maillot blanc, que le Real Madrid, c'est l'excellence et qu'il faut toujours gagner et que tu te fais critiquer par les adversaires, mais tu te fais aussi critiquer par tes propres supporters. Voilà la différence entre le Barça et le Real. Et que si ces mecs-là avaient le maillot du Barça, on en parlerait depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Et vas-y, Casemiro, Kroos, Modric. Là, c'est juste qu'ils jouent au Real et que personne n'en parle. Mais les mecs, je te promets que dans 10 ans, 15 ans, on va s'en rendre compte vraiment et on dira, ah ouais, en fait, ces gars-là, c'est un truc de fou. Et ce qu'ils ont, et l'héritage qu'ils ont laissé au football, et à l'histoire du football et à l'histoire du Real Madrid, enfin, il va être. Enfin, pour moi, hein, c'est mon avis, et c'est pas parce que je suis pour le Real Madrid, mais pour moi, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football, de ce que j'ai vu. C'est-à-dire, je regarde le foot depuis 98, j'ai vu passer des milieux de terrain, j'ai vu le Busquets, Xavi, Iniesta. Moi, pour moi, ce milieu de terrain-là, il est meilleur que Busquets, Xavi, Iniesta. Et on peut m'insulter, hein, vous pouvez m'insulter les supporters du Barça ou quoi, mais pour moi, ce milieu de terrain, c'est le meilleur de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et c'est pas parce que je suis supporter du Real Madrid que je dis ça. Pour moi, c'est le seul qui discute. Pour moi, c'est le seul qui discute, en tout cas, avec ce milieu de terrain. Le Busquets, Xavi, Iniesta du Barça. Ouais, c'est le seul. Clairement. Enfin, non, mais Kroos, Casemiro, Modric est le seul qui peut être tenu dans une conversation sensée entre deux fans du football contre pour moi, qui reste comme le plus grand milieu de terrain de l'histoire, Xavi, Busquets, Iniesta, parce qu'il y a une dimension un peu supérieure. Il y a la Masia, il y a tout ça. En fait, il y a une dimension là du football qui est exceptionnelle dans ce milieu de terrain. Et la domination qu'a eu Xavi, Busquets, Iniesta, ils n'ont pas eu la même longévité sur le haut niveau, même si ils ont 4-5 ans. Un milieu de terrain qui a 4-5 ans roule sur l'Europe, il y en a que deux, il y en a trois dans l'histoire. Enfin, il y en a trois, en tout cas, dans le 21e siècle. Il y a celui de Milan, Pirlo, Gattuso, Seedorf. Après, vous pouvez me mettre un troisième larron si vous voulez, autre chose que Seedorf si vous voulez, ça a un peu tourné à l'époque. Et après, tu as Kroos, Casemiro, Modric et Sergio Busquets, Iniesta, Xavi. C'est pour moi les trois plus grands milieux de terrain qu'on a eu du 21e siècle, et en tout cas ce milieu de terrain du Real, je le mets en deuxième,
mais c'est le seul qui titille cette hégémonie, enfin ce milieu de terrain tyrannique un peu de Iniesta, Busquets, Xavi. Mais ce milieu de terrain est légendaire. Et c'est vrai qu'en sortir un des trois, une fois qu'on sortira de cette grande époque, ça va faire du mal, même si la relève, Ouais, Camavinga, ouais. Valverde, chapeau le recrutement Et et peut-être c'est un Tchouaméni. sacré joueur. Et peut-être Tchouaméni. À voir. On Moi verra. j'aime bien, mais je préférais qu'on mette cet argent sur un arrière droit. Même si on a le petit Calme. jeune Brésilien qui est arrivé, voilà, on verra ce que ça donne là du Shakhtar, j'ai oublié son nom, qui joue avec la Castilla cette année. Mais j'aimerais mettre cet argent moi, sur Rhys James, sur peut-être d'autres joueurs, mais voilà. Chouameni, ça serait une super recrue aussi, mais ça voudrait dire qu'il y ait forcément quelqu'un qui est pour moi qui est poussé vers la sortie là dès la fin de saison, Non. parce que Non, jouer bah, avec six grands milieux de terrain, non, mais ça sera je le ne sais cas. pas comment tu fais tes rotations. Si, bah, justement, tu peux plus te permettre de jouer et de faire des rotations. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est un problème Euh, de riche, ça, parce qu'il y en a ah, qui vont bah, se plaindre. complètement. Chouameni Mais vient pour c'est, jouer tout de suite, mais regarde Manchester City. mais ils n'ont pas six grands milieux de terrain. City, hein. Peut-être pas, mais ils ont tous les postes doublés et le Real Madrid se doit d'avoir les postes doublés. Tu vois. Et puis Ils là, ont, ils ont, on arrive à une période où bah, Modric il va avoir 36-37, Toni Kroos il s'approche de la retraite, etc., etc. Tu vois, donc Mais la saison 1 va pas être facile à gérer. Pour le coach, la saison peut-être 1. pas. C'est vrai, peut-être, ouais. Mais après, c'est des Parce que problèmes de comment riches, comme tu t'expliques à dis. Kamavinga et comment t'expliques à Tu lui Kamavinga qui, expliques. à mon avis, Kamavinga, je te le dis, Kamavinga, ça lui dérange pas d'être remplaçant et d'apprendre tous les jours aux côtés des meilleurs. ouais, mais Et il année, est très patient. Ils savent ils doivent être patient. Et je pense que Chouameni, s'il signe, de base, il doit se dire, et il le sait, il faut que je sois patient. Alors oui, je vais jouer 30 matchs entre les titularisations et les rentrées, mais il faut que je sois patient pour avoir une place de titulaire. Et peut-être que s'il est exceptionnel, bah, il saute un des trois, hein, qui sait. Ça, tu peux pas savoir. mais moi je te parle de la hiérarchie entre les trois, entre Chouameni, Valverde, Kamavinga. Ah, Comment t'expliques à Kamavinga que Chouameni, parce que moi si Chouameni il arrive pour 50 millions, c'est un joueur, Kamavinga est un plus grand talent. Mais Chouameni, actuellement, est un joueur établi. C'est-à-dire que tu le mets dans n'importe quel milieu de terrain au monde, à part peut-être un ou deux autres clubs, il est titulaire. Chouameni. Actuellement, en tout cas, la forme du moment, sur ses 2 dernières saisons, voilà, c'est un top milieu de terrain, un top prospect. Et donc, ça veut dire qu'il arrive un peu légèrement devant Kamavinga. Mais Kamavinga a déjà dû ronger son frein cette saison. Et il l'a très bien fait mentalement. Il est parfait. Quand il rentre, il est bon. Quand il joue, il est bon, même si on peut discuter de deux, trois petites choses. Et comment t'expliques que là, bam, tu lui remets Chouameni dans les pattes alors qu'il doit déjà scoltiner les trois Lascars qui sont pas prêts de lâcher leur poste et qu'il a Federico Valverde qui, au début de saison, on avait l'impression que Carlo Ancelotti avait une petite préférence pour Camavinga, et maintenant, on voit que Valverde apporte des choses différentes et est beaucoup plus utile au système de Carlo Ancelotti. Donc, que le tacticien italien privilégie l'Uruguayen. C'est cette hiérarchie ouais, entre bien les sûr, trois entre les qui me fait trois, ouais. dire attention, est-ce que c'est vraiment opportun de signer Chouameni, même si on sait que voilà, il y a des opportunités dans la vie et des fois il faut les saisir. Là, Chouameni, 50 millions, c'est une bonne affaire. Voilà, dans le marché des Ça transferts sera actuels, plus. Ça sera plus. c'est une bonne affaire. Si c'est un peu plus, c'est pas un drame. Du moment que ça excède pas les 70-80 millions, moi, ça me va. À partir de ce niveau-là, je commence à être un peu réticent. Mais je préférais, ça je le maintiens et c'est ma ligne de conduite depuis un petit moment, je préférais sincèrement recruter un grand arrière droit et voire même un arrière gauche. Voilà. Non, c'est sûr que le poste d'arrière gauche et de arrière droit, il faut le renforcer, mais ça sera pas cet été, je pense. C'est ça. Tchouaméni, ça devrait tourner autour de 65 millions. Et moi, je pense qu'il faut C'est renforcer ce juste. milieu de terrain parce il faut commencer la transition et Tchouaméni, c'est le futur aussi. Mais t'as Mais c'est Blanco. vrai que mais ta question de comment tu fais, enfin, comment tu gères en gros, comment tu dis à Kamavinga, voilà, là on a Tchouaméni et peut-être qu'il va passer au-dessus de toi. Bah, ça, c'est la diplomatie du coach, hein. C'est son rôle, hein, c'est son taf. C'est à lui de faire comprendre aux joueurs, écoute, Eduardo, voilà, t'es jeune, t'as tout l'avenir devant toi, etc., etc. Après, je pense que le gamin, il est pas con, il est intelligent et il sait où il est, tu vois. Donc, à partir du moment où tu sais où t'es au Real Madrid et que t'es patient, je pense que t'as tout gagné. Et Kamavinga est très patient de ce qu'on me dit. Très patient et il a envie de bien faire et il a envie de réussir au Real Madrid. Donc, je pense qu'il fera tout pour réussir. Mais Il est-ce n'a qu'il n'est pas que 19 patient? ans. Il n'a que Oui, 19 ans. ça, oui. Ça, faut Il le n'a que répéter, il faut 19 le ans. Bah matraquer ouais. aux gens. Il n'a que Ah oui. 19 ans. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi patient parce qu'il sait que normalement, Modric, Kroos, Casemiro, c'est un peu sur la fin et que là, il finit cette saison. Peut-être qu'encore l'année prochaine, Ouais, ça un an, sera 2 ans. demi-teinte. Voilà. Mais si tu lui refous Chouameni dans les pattes, à voir, parce que Kroos, il lui reste 2,
3 ans, allez, au top niveau, 2 ans, je dirais, au top niveau. Casemiro, à voir ce qu'on en fait, parce que c'est vrai que lui, c'est peut-être le seul joueur qui peut être bougé si tactiquement il y a une révolution au Real. Ouais. Si on décide de jouer un peu plus au ballon, si on décide de jouer avec un peu plus de rythme, un peu plus de pressing, bah, c'est peut-être Toni Kroos aussi qu'on pourra discuter. Modric, bah, lui, il est sur la fin de carrière, même si c'est un magicien, c'est sur la fin de carrière. Il lui reste peut-être encore 1 an à nous faire vibrer, grand max, je pense. Il ne va pas falloir non plus pousser mémé dans les orties, comme on dit. Mais donc, Kamavinga est patient parce qu'il sait qu'il a des objectifs et qu'il va pouvoir les atteindre s'il continue sur cette lancée dans 1 ou 2 ans. Si tu lui refous Tchouaméni, si Antonio Blanco aussi a un peu sa chance, voilà, il y a une concurrence qui est très rude. C'est la qualité du Real, c'est l'excellence. Mais attention à avoir des arrivées qui ne sont pour moi pas forcément nécessaires et qui peuvent chambouler un peu la trajectoire de Kamavinga. Parce que pour moi, Kamavinga, c'est un futur très grand. Mais faites attention à pas me le bousiller en interne. Voilà. Mais il va pas. T'inquiète pas. Moi, j'ai aucun. Franchement, hein, j'ai pas peur. Bah, tant mieux alors. Je vais te dire un truc. C'est important aussi d'avoir de la concurrence. C'est Emery qui disait ça. La concurrence, les bouteilles. Et un bon temps, la concurrence. Très marrant. Non, mais c'est super important et encore plus dans les grands clubs et encore plus au Real Madrid. Et c'est comme ça que tu deviens le meilleur et c'est une motivation en plus pour Kamavinga. Et Kamavinga jouera, ça c'est clair et net, c'est un talent pur. Il est trop fort ce mec. Il est beaucoup trop fort comme tu dis. Excellente rentrée. Hein. Ouais, excellente rentrée. Bon Victor, rapidement je te présente. À la fin du coup c'est toi qui gères les spaces avec Guillaume. Donc c'est ta voix qu'on entend dans les spaces. Vous pouvez foutre un visage sur Victor Brochet maintenant. Victor veut des followers, donc c'est pour ça que Victor prend son compte perso dans les spaces, tandis que Guillaume se sacrifie pour le groupe. Tu vois, ça c'est une preuve on se sacrifie pour l'équipe, tu vois, genre on est patient, tu vois. Guillaume il est patient, Guillaume il est prêt à prendre le compte LJDR pour faire des spaces. Toi, alors, après, j'y vois 2 raisons. Après, j'y vois 2 raisons rationnelles à ça. Il y a une question de tenue de compte Twitter. Le compte de Guillaume est catastrophique. Donc, voilà. C'est vrai. C'est vrai que pour l'image, c'est pas top de rajouter Guillaume dans les. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu vois donc, à travailler. Quand tu vois ce qu'il a et quand tu vois ce qu'il répond, quand tu vois les RT qu'il fait. Voilà. Et deuxième raison. Et deuxième raison, c'est parce que je suis vraiment pas à l'aise avec la technologie et que Guillaume est lui très au fait de toutes ces choses-là et le fait très bien. D'ailleurs, on a une super équipe pour tout ce qui est space ou débrief de match ou autre. Donc, il fait du très bon boulot même à l'animation. Donc, mais oui, j'aime bien pouvoir discuter et c'est vrai que l'avantage que ça me confère de pouvoir être avec mon compte perso, c'est de pouvoir échanger après avec ceux qui soit sont intervenus durant le space, soit ceux qui nous ont écoutés. Ça me donne un peu plus d'interaction. Et donc, oui, c'est agréable. Et je suis totalement redevable à Guillaume de se sacrifier pour moi, même si, comme précisé, il y a des raisons plus que valables. Voilà. J'accepte les raisons. Pour que les gens sachent, le space, là, l'exercice space, c'est un premier pas avant Twitch. Voilà. Twitch arrive, ça prend du temps, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Il faut mettre les bases, les fondements du projet, et Twitch, ça va arriver là incessamment sous peu. On est quoi, le 15 avril, ouais. On va voir ce qu'on va faire, mais je pense que un petit peu avant l'été, fin du printemps, on va essayer de faire une première petite émission. Mais bref, il faut finir certaines choses avant. Tu sais de quoi je parle. C'est quasiment fini d'ailleurs. Bon, Victor, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te dis à très bientôt. Petit pronostic pour Séville. Allez, vas-y. Alors, on va partir sur un 2-1 Real. 2-1 Real comme au match aller, si je ne me trompe pas, avec Vinicius qui met une lucarne à la dernière minute ou quelque chose comme ça. C'était pas ça? Je crois que c'est un 2-1. Oui, ouais, c'est ça. Ça perd un 0 à Famir. Ouais, et la lucarne de Vinicius à la fin, exact. La défense sur coup de pied arrêté. Voilà, encore une fois, c'était Ferland Mendy qui, à la fin de ce match-là, avait dit qu'il fallait vraiment changer quelque chose. Et bah écoute, Rudiger nous a fait la même chose. Donc ça a discuté, la défense sur coup de pied arrêté. Mis à part ça, ouais, 2-1. Et puis merci de l'invitation, ça m'a fait vachement plaisir. Toi et moi, on sait très bien qu'on a plein de projets pour le futur, en espérant que tout se passe bien, que l'avenir nous sera radieux. Et puis, bon courage au Real pour cette fin de saison et puis à nous aussi.
À très vite, Victor. Merci. Ciao. Ciao.